À l'occasion de la réouverture du musée de l'Orangerie, j'ai été invitée à faire un film sur les nymphéas de Monet et les événements qui ont entouré leur création et les réceptions dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Alors, on peut voir le commencement de ce film. Pierre Georgel, qui était le chef du musée de l'Orangerie, qui m'a fait cette demande, m'a dit « Je ne veux pas de musique de Debussy, de Ravel, ça doit être quelque chose d'autre. » comme... Bon, nous voulons bien utiliser Satie, mais c'était trop cher. Et nous avons bougé comme ça. Alors finalement, nous avons choisi Schubert et Chopin, et en composition de la compositeur avec je travaille toujours, John McDonald. La Grande Guerre est sur le point d'éclater quand Monet, le patriarche de l'impressionnisme, se jette à corps perdu dans un rêve fou. Il le couve depuis près de 20 ans. Et soudain, au printemps 1914, il se lance dans sa bataille, la bataille des nymphéas. Cette aventure au-dessus de ses forces de vieillard, il va la vivre dans l'isolement, avec une formidable persévérance, à travers la guerre, le deuil, les misères physiques du grand âge, l'insatisfaction qui le tenaille en permanence devant l'objectif démesuré qu'il s'est fixé. Je ne forme pas d'autre vœu que de me mêler plus intimement à la nature. Et je ne convoite pas d'autre destin que d'avoir, selon le précepte de Goethe, œuvré et vécu en harmonie avec ses lois. Alors nous voulons dans cette première panoramique qui était tellement difficile à faire que le cinématographe avec qui je travaille toujours, Ned Burgess, a fait merveilleusement parce que ça c'est un mouvement de 90 secondes, cette panoramique. Bon alors nous voulons transmettre l'expérience d'être immergé dans les nymphéas. Et c'est pour cette raison nous avons commencé comme ça et avoir le choc de contexte de la Première Guerre mondiale. Alors, nous avons encore 2 extraits de ce film-là. Je vous démontre dans une des sections la violence du geste de Monet dans certains de ses tableaux, parce qu'on pense toujours que ça c'est tellement lyrique, tellement calme, mais aussi, il y a aussi quelque chose, une sorte de violence dans les traces de Monet, dans quelques tableaux des nymphéas. Alors, le 2e extrait, s'il vous plaît. C'est une mission qui le soulève et redonne sens à sa vie. Il a beau pressentir le poids qu'elle va faire peser sur lui, les premières années sont portées par une vague d'optimisme. Dans l'espace clos de l'atelier, la mémoire et l'imagination prennent la relève de l'observation directe en s'appuyant parfois sur des études d'après-nature.
les impressions recueillies sur le motif se décantent, se redistribuent, fusionnent dans une totalité dont Monet a longtemps médité l'agencement. La grande nouveauté, une vraie révolution par rapport au projet de 1897, c'est le passage d'une échelle encore réduite, celle d'un décor d'appartement, à une échelle monumentale. Oui, ça c'est le troisième extrait qui a le trait de Monet qu'on peut voir si on allait à la troisième. Ce film était, on peut le voir dans le musée de l'Orangerie, dans l'auditorium, en permanence. Alors ça accompagne l'installation qui existe toujours, mais le musée était refait merveilleusement. Est-ce que nous sommes prêts avec la dernière morceau? Monet engage littéralement un corps à corps avec la peinture. Sa véhémence gestuelle touche au paroxysme. Souvent délicate et presque fondue, la facture se mue par moments en calligraphie endiablée, se fait tache, paraphe, gribouillis, épouse le mouvement de tout le bras, de tout le corps. Bon, ça que j'ai appris à faire les films, c'est que chaque époque considère l'art du présent et l'art du passé à travers son propre prisme. Il n'y a pas d'interprétation exclusive, mais plutôt le cadre de référence de l'historien, de l'interprète et du réalisateur. Dans un film, toutes les idées sont rendues visuellement. Le texte peut guider le spectateur, mais nous montrons comment un objet d'art peut être vu et compris grâce au travail de la caméra, l'angle de vue, au cadrage et au mouvement, puis avec le montage, ses juxtapositions, ses transitions, ce rythme, et aussi grâce aux effets sonores, textes et musique. Étant qu'historien de l'art et cinéaste du film sonore, je crois qu'un film peut offrir un mode d'interprétation qui est ailleurs, qui permet d'interpréter un art visuel par un autre art visuel et de suggérer un mode de vision et de compréhension à travers le film même. Merci. Merci beaucoup, et on va pouvoir échanger un peu. Alors, ça donne envie de voir les films, bien sûr, parce qu'on a vu quelques extraits, ça donne envie de les voir en entier. Et ils sont disponibles en général, ces films en DVD ou... Chaque film est différent. Chaque film est différent, d'accord. Alors, est-ce que vous avez tout de suite une question à poser? Je vais peut-être poser la première. Ce que vous venez de dire est assez important pour comprendre le travail de cinéaste quand on a ce projet de faire des portraits d'artistes, puisque vous dites que la parole ne doit pas trop guider le spectateur et que votre projet, quand vous commencez, c'est comment faire ressentir au spectateur les émotions qui viendraient des œuvres sans effectivement lui donner des clés avant même qu'il n'ait plus lui-même les trouver en quelque sorte. Oui, c'est juste. Je vais répondre avec le micro. Oui, c'est juste. Je ne veux pas expliquer trop. Mais ça dépend sur le film. Par exemple, la série que j'ai fait pour la télé, c'était une série de thématiques. Alors, chaque film a prendre un sujet comme le moment arrêté, c'était la représentation du mouvement et du temps dans les tableaux. Il y a un autre film sur les portraits, un autre sur l'enseignement des peintres, un autre sur la présentation, l'art et le public. Et là, je dois expliquer plus, parce que ça, c'est une série d'histoires et d'histoires de l'art aussi. Mais je préfère ne faire pas les films trop didactiques, même que je suis
professeur d'histoire de l'art. Je n'aime pas les films trop didactiques. Je pense que ce n'est pas une bonne utilisation du film. On doit trouver un style pour chaque film. Je n'ai pas un style. Bon, on peut dire que je n'aime pas trop des paroles. Mais les 2 derniers films que j'ai faits, il y a beaucoup des paroles que je n'aime pas. Sur les films que vous avez faits. Mais c'est vous qui faites le texte pourtant. Enfin, Pas seulement. Pas seulement. Non, de temps en temps, et bon, je ne veux pas dire des mal, mais quand on travaille avec, bon, il y a des très bons collaborations, oui. Très bons. J'ai travaillé avec Ricky Leacock, c'était un rêve, le grand cinéaste documentaire, et avec Hans, avec Charles Eames, c'est magnifique. Aussi l'expérience de travail, finalement l'expérience de travail avec la Comédie Française, un film que j'ai fait sur un comédien du 19e siècle. Mais quand les expériences que j'ai avec des conservateurs, il veut expliquer beaucoup. Et le film que j'ai fait pour un musée allemand cette année, ou l'année passée, sur Courbet, il dit que non, on doit expliquer tout, et 2 fois. Et j'ai dit non, le caméra peut voir ça que vous voulez transmettre, ce n'est pas important à expliquer. Non, parce que d'autrement, le spectateur ne comprend pas rien. Et quand il retourne 2e fois, dire la même chose, mais non, c'est la 2e fois. Non, si on ne dit pas 2 fois, on ne comprend pas rien. Bon, on doit avoir un peu de, comment dire, trust dans les spectateurs, qu'ils peuvent comprendre les choses sans expliquer chaque chose qu'on voit. Parce que je pense que quand il y a trop d'explications, on ne voit pas assez activement. Je veux que le spectateur sera assez actif quand on voit le film. Donc ce que vous dites est assez drôle en même temps, mais vous êtes confronté quand même à des concessions que vous faites aux commanditaires, parce que ça dépend, oui. Qui vous commande les films. Oui, exactement. Le film qui a été commandé, ça peut être comme ça. Mais l'autre expérience avec le film sur Jasper Johns, quand j'ai dit, Leo Castelli était le fondateur, le grand galeriste. Il était un très bon ami de Johns et aussi de Hans Namuth. Il était merveilleux parce que il a demandé quelque chose et j'ai dit, je pense que ça ne marche pas et je veux refaire le film. Et c'était en 16 mm, alors c'est très cher à le refaire, quelque chose que je pense ne marche pas. Il dit, je ne suis pas d'accord avec vous, mais si vous pensez que ça doit être changé, le fait et je paye. Bon, ça c'est une mécène parfaite. Et vous tournez toujours Point de vue de la réalisatrice. Vous tournez toujours en 16 aujourd'hui ou vous tournez en vidéo aujourd'hui, je suppose? Maintenant, seulement à vidéo. J'ai commencé les 2 films avec Charles Eames, nous avons fait à 35 mm. Ah ouais. Alors qu'on l'a vu dans l'original, la couleur est magnifique. Même que nous avons filmé dans les petites diapositives. Personne ne peut pas croire qu'on peut avoir cette qualité d'image à travers le diapositive, mais on peut le faire. Mais avec le film pour le Louvre, dessiner la main qui pense, parce qu'on peut filmer directement des dessins de Leonardo et de Rembrandt et de Michel-Ange. Alors on doit préserver la lumière assez bas et j'ai décidé à commencer à travailler à vidéo qui était plus sensible à la lumière. Et depuis ce temps-là, tous les films sont en vidéo. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, vous attendez le micro parce que c'est enregistré, donc je vais passer le micro à chaque fois. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir, quand vous commencez un film sur un artiste, est-ce que vous avez une méthode de base ou vous recommencez de zéro? Bon, je commence à lire tout ce que je peux. Comme historien de l'art, je pense que je dois lire tout. Et puis, tout le contexte. Et puis, je commence à penser sur les images et à trouver une moyenne, un rythme. Je travaille avec le même compositeur toujours, John MacDonald, et nous discutons beaucoup. Et il choisit les musiques contemporaines de la période, comme Daumier ou Monet, notre sort, le photographe Adolphe Braun, et puis il fait une composition qui était tout à fait moderne. Pour Courbet, il y a un morceau qui était la musique, et j'ai demandé une musique pour le violoncelle, parce que je pense que ça sera bien pour Courbet, même que je jouais le